Thank you. Voilà, donc ce deuxième chapitre, c'est, alors, en fait, originellement, en japonais, c'est le premier chapitre, hein, puisque Thomas Wright, le traducteur, a pris généreusement soin de traduire un article pour faire le lien entre la pratique du Tenzo et Shikantaza, vraiment nous ramener dans cette réalité fondamentale de la pratique du Tenzo. Donc, il a posé dans la version anglaise en tant que premier chapitre. Et là, donc, on rentre dans... Ah, il y a quelqu'un... Bah, Eric... Ah, c'est Myriam qui revient, qui est là, mais qui revient. Voilà, on va l'attendre. Et c'est pour moi, enfin voilà, c'est un, alors c'est un article, oui, c'est un chapitre, je trouve particulièrement contemporain à l'heure où on sépare souvent le religieux et le laïque. Je trouve que ça répond vraiment à des fausses questions, je dirais. Et c'est toujours voilà, assez brillant. Il y a un article très très connu dans Dharma Eye, le magazine de la Sotoshu, euh, que je n'ai pas réussi à retrouver. Également de Uchiyama, qui fait aussi office de référence, qui a écrit sur l'universalisme du zen et dans son aspect religieux, mais justement universel. Si quelqu'un le trouve un jour, qu'il me le dise et je continuerai de chercher parce que c'était aussi très impressionnant. Alors, on y va. Donc, en ce qui concerne la vie religieuse, et on peut chacun lire, qui veut commencer. Bon, j'y vais alors. Vas-y. Aujourd'hui, le public s'est familiarisé avec le Shobogenzo de Dogen Zenji. Cependant, un autre texte important, également écrit par Dogen, le Heihei Shingi, est pour la plupart encore inconnu. Ishiari Zenji et mon propre maître, le regretté Kodo Sawaki Hiroshi, ont répété à maintes reprises que les moines de la tradition Soto doivent chérir le Heihei Shingi plus que le Shobogenzo. Je me souviendrai toujours de la fois où Sawaki Hiroshi m'a conseillé d'emporter le Heihei Shingi avec moi lorsque je me rendais dans différents temples. Il m'a même montré précisément comment l'emballer dans le sac que les moines portent avec eux lorsqu'ils voyagent. Je continue peut-être ? Oui, comme tu veux. Oui. La raison pour laquelle nous devrions accorder une telle valeur au Heihei Shingi est que Dogen Zenji y prend ses disciples par la main et leur enseigne la vie religieuse quotidienne. Contrairement au Shobogenzo, qui est un enseignement philosophique profond, le Heihei Shingi est davantage un enseignement oral qui guide les disciples de manière plus pratique. On peut s'arrêter là. Ouais. Alors peut-être, et avec ton aide, je ne sais pas. Alors quand on dit que le Ei Shingi a été écrit par Dogen, c'est pas tout à fait exact puisque c'est dans la continuité du Zen Ei Shingi. Et c'est vrai que Dogen a rajouté le Tenzo Kyokun et le Fukushu Hampo. Mais en fait, comme beaucoup de textes, c'est une continuité au fil des siècles. Je ne sais pas si Nyojo, tu as plus d'informations sur le Zen Ei Shingi. Pas du tout, et je n'ai jamais lu le Heihei Shingi. D'accord. Alors effectivement, comme Uchiyama, tu auras peut-être envie. Ouais.
Alors, il est traduit. Est-ce qu'il est traduit en français ou Bien il sûr, est, bien il sûr. est en traduction? Je m'aperçois que j'ai laissé le mien, mais de toute façon, qui est en anglais, j'essayais de le trouver, qui doit être. Parce qu'en fait, je le trimballe toujours avec moi. Alors, moi, par contre, c'est vraiment un. Voilà, j'ai vraiment été impressionnée au sens propre par le Henshingi, et notamment par l'introduction que d'ailleurs j'ai mis en commentaire et qu'on découvrira plus tard. Alors, je sais pas, là, il y a des notes. Nishihari Zenji. Oui, dont le nom bouddhiste était Bokusan, était une autorité sur le Shobogenzo pendant l'ère Meiji. Il a donné des taisho, conférences sur le Dharma, sur ce sujet, dont les notes ont été compilées, éditées et publiées sous le titre Shobogenzo Keiteki. Effectivement, il veut nous dire que même les maîtres du Shobogenzo reconnaissaient la valeur. On va le voir après, on va en parler. Et c'est vrai que on va comprendre pourquoi certains maîtres considèrent de la même importance le Eishingi et le Shobogenzo. Voilà, on peut continuer. Je peux continuer. Vas-y. Oui. De ce fait, il peut sembler à première vue qu'il ait été écrit strictement pour des moines pratiquants dans une situation monastique et qu'il n'a aucun rapport avec la vie quotidienne de la plupart des gens. Cependant, si nous allons sous la surface pour toucher son sens profond, il ne fait aucun doute qu'un enseignement vivant et pratique y a été inscrit, un enseignement pertinent pour nous tous, quel que soit l'endroit où nous vivons. Le Tenzo Kyokun est la première section du Heihei Shingi. Tenzo fait référence à l'office tout autant qu'à l'officier chargé de préparer les repas pour la communauté, tandis que Kyokun signifie enseignement, donc littéralement Tenzo Kyokun signifie instruction ou enseignement pour le cuisinier. En tant que livre traitant des devoirs de la cuisine, il s'agit en quelque sorte d'un livre de cuisine, bien qu'il ne soit pas du genre à être utilisé par les futurs mariés, car il s'agit d'un ouvrage profondément religieux. Je pense qu'il s'agit de l'un des textes religieux les plus précieux de tous les temps, car il traite non seulement de la manipulation des aliments, mais aussi de notre attitude à l'égard de tous les sujets et de toutes les personnes que nous rencontrons dans notre vie quotidienne. Plus fondamentalement encore, c'est un texte qui nous montre concrètement comment préparer et gérer notre vie personnelle. Dans ce commentaire, j'ai sélectionné les passages du texte qui me semblent avoir une importance particulière. J'espère que nous pourrons découvrir ensemble une vérité au-delà des relativités et que nous pourrons apprendre comment travailler à saisir la vraie valeur de nos vies. Ok, alors là, j'ai dû mettre. On va s'arrêter là parce que. Ah non, elle n'est pas encore là, la note. Donc, si on prend les notes. Oui. Les notes, alors. Voilà. Oui. On est Alors, sur 21. Ouais. Ouais, 20. Même sur 20, c'est pas 20 plutôt? Oui, de 20 à 22, oui. Ouais. Oui. Alors, 20, Tenzo est composé de deux kanji. Le ten que l'on trouve dans tenpan, rôle, instruction, régulation, et le za de zazen, l'assise, le siège qui se prononce ici za. Kyokun est composé de deux kanji, kyo, doctrine, précepte, enseignement, et du kun, avertissement, attirer l'attention, rendre propice. Donc le Tenzo Kyokun pourrait aussi se traduire par enseignement pour celui qui ordonne, donne de l'ordre. Ordonne les sièges, référence à la place. Ou le manuel de l'harmonisation de l'assise. Bon, alors ça, voilà. Donc ça, c'est moi qui ai cherché les différentes traductions parce que je trouve que
C'est toujours pareil, enfin bon, ça, tu connais ça mieux que moi. La résonance, l'écho de instruction au cuisinier zen, c'est quand même, on s'éloigne quand même beaucoup de l'essence généreuse et d'ouverture et de profondeur et de lien avec aussi le zen et le fait de rappeler que dans le Tenzo, il y a le za de zazen me semblait quand même fondamental. Alors, voilà, je ne sais pas si c'était pas évident les nuances de Kuhn, de Kyo même. Non, Kyo ça allait encore, mais Kuhn, bon voilà. Donc, tes commentaires sont les bienvenus, Nyojo. J'ai rien à dire. Enfin, là, quoi, la note est nickel. Ouais, ouais. D'accord, bah, super, très bien. Ok. Donc ensuite, voilà, on continue sur l'autre. Alors, le mot tenzo fait référence à la fois à la fonction, au lieu, mais aussi à la personne en charge de cette fonction. Là, j'ai juste rajouté qu'effectivement, alors c'est peut-être d'une manière un petit peu plus commune, quotidienne, mais on parle du Tenzo aussi comme du lieu. Aller voir dans le Tenzo, voilà. Le lieu comme étant la cuisine, en fait, Tout à c'est fait, ça? tout à fait. Le lieu de la pratique, comme un dojo, quoi. Le Tenzo. Voilà, et alors là, donc, voilà. Donc, cette note que j'ai mise est assez longue parce que c'est la note, moi, qui m'a bouleversée quand j'ai lu la première fois le Eishingi, qui n'est pas un livre qui se lit, hein, que l'on prend, puisque c'est beaucoup de rituels, mais en tous les cas, il y a dans la manière de présenter les rituels, voilà, toute la profondeur de notre pratique qui s'immisce, qui se révèle dans le mouvement justement de ces rituels. Et donc en anglais, et donc la version française vient souvent, je crois, à ma connaissance, de la version anglaise qui a été faite par Shohaku Okumura et Layton. Et ils ont eu la formidable idée de mettre en introduction le petit texte qui est une lettre voilà, du second abbé de Sojiji, de Eiji, voilà, que j'ai mise et que j'ai traduite en note. Voilà. Donc, je vais le lire. Oui, alors j'avais entendu notre défunt maître Dogen Zenji épouser l'enseignement selon lequel les manières et la conduite que nous suivons maintenant dans ce monastère ne sont rien d'autre que l'affaire des Bouddhas et du Dharma des Bouddhas lui-même. Néanmoins, dans mes pensées intimes, je continue à croire qu'il existait un véritable Dharma bouddhiste autre que celui-là. Cependant, j'ai récemment révisé mon point de vue. Je comprends maintenant que les manières et les actions dignes dans le monastère sont exactement le vrai dharma du Bouddha. Même s'il y a des formes illimitées de Bouddha Dharma montrées par les Bouddhas et les ancêtres, elles sont toutes de cette couleur de Bouddha Dharma. En dehors du présent décorum digne de Bouddha, qui consiste à lever les bras et à bouger les jambes, il ne peut y avoir aucun principe de la nature profonde de Bouddha. Je crois sincèrement à cette vérité. Alors, extrait du livre Les normes pures de Dogen pour la communauté zen de Daniel Layton et Shokaku Okumura. State University of New York Press. Donc, c'est celui qui, c'est non, c'est le troisième abbé, je vous ai dit le deuxième abbé. C'est le troisième abbé. Oui, c'est le troisième. Mais alors, j'ai pas bien compris parce que il est écrit alors que c'était Tsugikai. Et tu dis, il a reconnu ce qui suit au maître Zenko Nejo. C'est-à-dire, quoi, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Il a reconnu ce qui suit. C'est une lettre qu'il a écrite à Ko Enjo. Ah d'accord, ok. Je comprends. C'est ça, c'est le troisième abbé qui écrit au deuxième abbé. C'est ça. Voilà. Et je ne sais pas comment vous recevez ça.
Je pense qu'à notre époque actuelle, au-delà même du monastère, c'est-à-dire dans le monastère du monde, le monastère de la vie, tous nos gestes, tous nos actes, nos pensées, nos paroles et nos actes du quotidien sont la nature profonde du Bouddha. C'est le déploiement de la nature du Bouddha. On ne peut pas séparer la pratique de la vie quotidienne. Et il dit à la fin, oui, en dehors du présent, décorum. Alors, ce qu'il appelle le décorum, c'est ce qu'il a dit avant. Donc, ce sont les formes. Oui, c'est lever les bras et bouger les jambes. C'est ce qu'il dit après. Ouais, c'est ça. Lever les bras, bouger les jambes, les manières et les actions dignes du monastère, c'est-à-dire notre mouvement quotidien, je pense. Oui. Alors, ouais, moi, Ouais, ça Ah, vas-y, pardon, Myriam. oui. Enfin, moi, ça me... enfin, j'ai un peu du mal à... Il y a quelque chose qui... Mais il y a quelque chose que je vois qui est... En fait, ils parlent de la vie dans le monastère, donc ça... Comme ils sont dans le monastère, donc ils ont une pratique de monastère et donc ça peut peut-être prêter à confusion. Euh, mais oui, ce que tu dis, Nojo, ça me... Moi, je le reçois un peu comme ça aussi, que ben, en dehors de ce qu'on fait à chaque instant, y a pas de... Voilà. On est, voilà, c'est là en fait. C'est là, y a rien d'autre. Le dharma euh, est là à tous les instants en fait. On y est. Alors, mais c'est vrai que je trouve ça intéressant que tu notes que ce soit dans les monastères, parce que je pense qu'effectivement, euh, on est, euh, on est on est aussi dans ces lever les bras et bouger les jambes, euh, dans la dignité de lever les bras et bouger les jambes. Euh, Puisque c'est vrai le Heishingi n'est qu'un grand mouvement de tout ce que l'on doit faire pendant les repas, pendant les rituels, pendant toutes les cérémonies. Et c'est vrai que même si j'ai l'impression que même si enfin, c'est plutôt pour nous rappeler, enfin moi je le prends comme ça, pour nous rappeler que effectivement la vie est notre monastère tant que l'on on est aussi dans cette dignité de la conscience de ce que c'est que de lever les bras et bouger les jambes. J'ai l'impression qu'il y a aussi ce cadre-là qui est l'expression même de tout le Heishingi. C'est pas simplement les moines qui de manière euh, voilà, éparse et dans, comme ça, sans cadre. Voilà, y a effectivement le cadre des rituels qui est, et dans les Shingi, c'est vraiment très précis. Ça pas à droite, pas à gauche, la cuillère à droite, la cuillère à gauche. Et je trouve ça intéressant que. Peut-être parce que le manuel du Heihei Shingi est destiné aux moines aussi, c'est-à-dire que C'est c'est ça. vraiment un manuel destiné à la vie dans le temple. Et qui dit en fait que finalement tous les gestes du matin au soir, qui sont très très codifiés, sont la dignité, sont la grande affaire Voilà. Mm. Ouais. Mm. du Bouddha. Mais s'il s'adressait à nous aujourd'hui, je ne sais pas s'il parlerait juste de la vie dans le temple. Ah, mais non, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est à nous par exemple, quand on se brosse les dents le Mm. matin, c'est de ne pas mettre sa brosse à dents par terre quand on s'en va. C'est ça. C'est ça. Voilà. Donc, c'est pas juste se laver les dents, c'est se laver les dents avec dignité, c'est mettre la table avec dignité, c'est tout ça. Donc, c'est facilement transposable. Oui, tout à fait. Et c'est de ce mouvement-là dont il parle complètement, complètement. Le mouvement de
de la dignité du vivant en mouvement constamment, quoi. Si l'on prend soin de rester droit, hein. Je crois que Dignitus, il y a un rapport avec la posture de la droiture. Je ne suis pas sûre. C'était Federico qui m'avait dit ça une fois, mais j'avais essayé de retrouver l'étymologie que je n'ai jamais vraiment trouvée. Donc j'ai un doute maintenant. Mais bon, bref, en tous les cas, là, autour de la dignité du mouvement. Voilà. Et que le mouvement nous... Voilà, ok. Donc, je vais continuer la suite. Dans un commentaire, j'ai sélectionné un immense... J'espère que nous pourrons découvrir. Voilà. Le Tenzo Kyokun est un livre de cuisine sur la vie. Mais quel est l'ingrédient de base avec lequel nous préparons cette vie? Pour Dogen Zenji, ce n'était rien d'autre que le zazen. La vie religieuse naît de notre interrogation sur la manière dont nous pouvons vivre avec zazen comme norme de notre vie, tout en étant à notre tour protégés par zazen. J'aime bien ça, on peut peut-être poser là. C'est intéressant ça. L'on regarde les choses sous un angle légèrement différent. La vie religieuse devient vitale lorsque Zazen commence à fonctionner dans nos activités quotidiennes. Ce texte traite de la manière dont Zazen fonctionne et nous guide d'une manière terre à terre. À cet égard, le Zazen de Dogen Zenji est religieux au sens le plus profond du terme. Il diffère de celui des nombreux livres sur le zen qui inondent le marché aujourd'hui et qui décrivent Zazen simplement comme une méthode pour entraîner le hara, assimilé par certains au plexus solaire ou au chakra manipura, ou comme un programme de santé ou comme une méthode pour cultiver l'esprit. Le Zazen de Dogen Zenji est plutôt religieux dans le sens où il nous enseigne fondamentalement comment vivre notre propre vie. Comme il s'agit d'un point très important, je souhaite écrire un peu plus sur ce sujet du zazen en tant que religieux avant d'entrer dans le texte. Je vais poser un peu. Moi, là, ce que je retiens là à cette lecture, c'est nous pouvons vivre avec zazen comme norme de notre vie tout en étant à notre tour protégés par zazen. J'ai vraiment, moi, dans ma vie, j'ai vraiment eu ce sentiment. Non pas une protection comme si rien n'allait m'arriver, mais la protection de ressentir et de l'expérimenter, que quoi qu'il arrive, je reste dans l'espace de, je sais pas ce que c'est, de l'ouverture, de l'absorption, et tout s'absorbe et s'en va. Et c'est vraiment, moi, je sais que personnellement, ça a été une grande libération de découvrir la capacité, on en parle souvent dans notre groupe hein, avec Taïgou, la capacité d'absorber aussi ce que j'imaginais ne pas pouvoir absorber, que ce soit la souffrance, que ce soit la tristesse, que ce soit les difficultés. Et en ce sens, je considère que c'est oui, une forme de protection, un privilège certainement d'avoir la chance. Voilà, donc si on n'a plus de commentaires, on peut continuer. Nouveau, peut-être au Japon. Ah oui, Alors, quand même, vous avez vu que ça a été écrit dans les années, je ne sais plus, non, peut-être pas si longtemps, je ne me rappelle plus. Mais voilà, il y a déjà aussi, il était déjà critique à l'égard des livres sur le zen qui sortaient. Hein. Là, ça me fait penser à Taïgou qui, au sein du zen, des fois, du monde du zen, est aussi très critique, où voilà, certains maîtres ne parlaient voilà, que beaucoup du hara. Ouais. oui, ou comme d'une méthode pour parvenir à quelque chose. J'ai relu récemment le Sokushin Zebutsu du Shobogenzo, qui est vraiment très, très éloquent à ce sujet. Dogen se montre très ferme avec ce qu'il appelle les sennika, les hétérodoxes sennika. Et quand il les décrit,
Pardon. Quand il décrit les Sénécas, c'est un tableau saisissant vraiment de tout le spiritualisme voilà, qu'on a aujourd'hui. Y compris chez nous d'ailleurs, y compris dans le zen, dans l'attente du zen, voilà, de chercher au fond de nous le cœur, ou voilà, qu'il y aurait une nature éternelle finalement au fond de nous, qui serait pure. Voilà, c'est très très subtil, il le décrit extrêmement bien. Et il balaye tout ça. D'abord, il en parle très bien, et à chaque fois, il balaye ça, en disant que le cœur, c'est pas ça. Bouddha, c'est pas ça. J'invite vraiment à le relire, ce fascicule, Sokushin Zebutsu. Et toi, quand tu lis le Shobogenzo, tu as la... Ah oui, non, tu m'as dit, tu as la version de Yoko Rino et une autre de Nishi. Tu as... Oui, voilà, je me sers de Horimo et de Nishijima Cross, Cross. Ah, Je parle en japonais. tu l'as récupéré en français ou tu l'avais en anglais? Non, en anglais. Parce qu'il vient de sortir en français, hein, c'est ça? Ouais, mais bon, quoi quitte à faire, je préfère le lire en anglais. Ah oui, parce que c'est À directement plusieurs niveaux de traduction, mais c'est ce que j'ai fait avant avec le Denkoroku, et je me rends compte à quel point compliqué. ouais, il vaut mieux quand même. Qu'est-ce qui vient de sortir en français? Une version du Shobogen. La traduction en français de la traduction en anglais de... Ah non, ils l'ont écrit en anglais. Ben non, du Shobogenzo. Que Nishijima et Chodocross ont fait en anglais. Ah, d'accord. Donc, ce n'est pas la traduction de la japonaise, c'est une nouvelle traduction. Donc, c'est pas la traduction de la japonaise qui a traduit directement en français il y a Non, quelques années. justement, c'est ce que disait Nyojo. Du coup, dans les deux cas, il prend la première Ok. manne de traduction. Ok, allez, on y va. Alors j'y vais. Ouais. Au Japon, lorsque vous dites zazen, les gens supposent généralement que vous parlez de quelque chose que l'on fait pour atteindre l'illumination. Bon, ben voilà. Ce genre d'idée est très éloigné du zazen de Dogen Zenji. Pour Dogen, le zazen ne pouvait jamais être séparé de la religion. Derrière le zen, il devait y avoir les enseignements bouddhistes, et derrière, il devait y avoir l'expérience de vie de chacun. Notre discussion semble devenir un peu complexe. Je vais donc recommencer avec un exemple qui sera plus facile à comprendre. Peut-être on s'arrête là? Comme tu veux, s'il y a quelque chose, oui, vas-y. Oui, Dogen est très très ferme là-dessus. Hein. C'est complètement intime. Les enseignements bouddhiques, les sutras et la scie sont absolument indissociables. Et il met très fermement en garde contre les deux attitudes qui consisteraient à privilégier l'un au détriment de l'autre. Or, souvent on entend dans le zen occidental que finalement, seul zazen suffit, qu'il n'y a pas besoin de lire les sutras, qu'il faut tous les foutre au feu, qu'il faut... J'ai déjà entendu ça, même chez nous. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai entendu ce genre de propos-là. Dogen est très ferme contre ça. Il parle de chiens, c'est très très violent. Hein. Il a des propos très durs à l'égard des gens qui distinguent l'enseignement du Bouddha, les sutras, de la pratique de zazen. C'est complètement mêlé. Et je rajouterai effectivement cette dimension que Uchiyama rappelle de la vie quotidienne, qui chez Dogen est très très importante aussi. En fait, c'est vraiment une seule chose. C'est complètement... Pardon. Vas-y, Kodo. Non, en fait, ce qui me vient, c'est aussi, ça résonne avec la séparation qui est faite en fait entre l'esprit, le corps et l'esprit. Voilà. Et ouais. Donc, c'est inséparable, c'est indissociable, c'est complètement mêlé et malgré tout, il y a toujours cette tendance qu'on observe à l'extérieur, en soi-même, enfin, moi, je parle pour moi, moi-même, où on a
on a tendance à... C'est très bizarre en fait. Hein. C'est très bizarre. Après, Et moi, puis c'est c'est vrai. vrai que ouais. Oui, la vie quotidienne qui est tellement comment dire, méprisée en fait. Euh, voilà, le quotidien, les tâches quotidiennes, c'est tellement dénigré en fait socialement. Hein. Et peut-être peut-être qu'il y a une tendance qui est en train de s'inverser. Peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, on privilégie plus voilà, le glamour de la vie, quoi, en fait. Hein. Bon, c'est vrai que Ce qui est beau dans le zen, je trouve, souvent les enseignants établissent un peu la balance. Ils désacralisent les rituels, ils désacralisent zazen, c'est juste de l'assise. C'est juste ce sont juste des rites. En fait, il y a une vraie désacralisation. Bon, voilà, ils invitent vraiment à ne pas se prendre trop au sérieux, à se détendre, à être authentique, en fait. Et en même temps, il y a une forme, allez, je vais oser le dire, de sacralisation de la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de sacré, mais tout est sacré. Et je trouve qu'ils voilà, ils rétablissent un peu cet équilibre qui a tendance à être complètement foutu en l'air par tout ce qui est spiritualité, etc. Où il y aurait d'un côté quoi, la vie vulgaire, quoi, mondaine, et de l'autre une vie sacrée, spirituelle, spéciale. Ouais, j'ai l'impression que oui, tout à fait. Et aussi, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus pervers, c'est un peu exagéré, un petit peu plus insidieux que ça. Euh, euh, En tous les cas, dans le zen, j'ai l'impression qu'on ne remet pas en cause la sacralisation du quotidien, mais certainement un petit peu trop, je dis, enfin pas un petit peu trop, c'est-à-dire qu'on a perdu, c'est ce que tu disais, c'est le zen, le zazen devient voilà le fondamental ultime et tout est sacré. Et je crois que le problème, c'est que s'immisce une certaine presque suprématie séculière en ce moment, qui fait qu'au nom d'une rassurance, puisqu'on a quand même réintégré le sacré, et en plus dans le quotidien, et en plus en dehors des monastères, eh bien, il est très facile, j'en parle très bien parce que c'est ce que j'ai fait, il est très facile de tomber dans la croyance que oh là là, on est vraiment là, on est vraiment dedans, et de commencer à fabriquer euh, en fonction d'une expérience qui est réelle, c'est ça qui est casse-gueule, en fonction d'une expérience qui est réelle, on va commencer à se forger, à se construire des opinions sur la pratique qui sont fondamentalement légitimes, réelles, tant que, dans le sens où l'expression d'une expérience qui, elle, est réelle. Et là où c'est complètement casse-gueule, c'est qu'on peut s'accrocher à ces opinions qui viennent de quelque chose de réel si on n'a pas la balance avec l'étude des textes. Et je crois que c'est ça pour moi le danger en ce moment quand on balaye un petit peu trop et qu'on sacralise un petit peu trop systématiquement le quotidien sans, comme tu le dis très bien, l'équilibre des textes, c'est que les textes, eh bien, ils sont là, puisque c'est de l'écrit, puisque ça passe par la parole, puisque ça passe par la pensée, quand on étudie un texte, bien sûr, on est dans l'absolu en zazen, dans cette disponibilité absorptive, mais on n'est pas en zazen, on parle et tout ça, on se focus. Eh bien, disons qu'ils arrivent à balayer la maladie de ce qui se fabrique. Donc, pour moi, c'est la transmission. Les textes, c'est le gardien de la transmission qui risque d'être tué par cette suprématie séculière euh, qui est très attractive et qui a de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Et moi, c'est quelque chose que je découvre
que j'ai découvert récemment depuis que j'étudie le Denkoroku, où je m'étais aperçu que je commençais à me fabriquer voilà, mon zen, quoi, ma philosophie du zen, ma philosophie du Tenzo. Non, il y a aussi cette tendance-là dans certains monastères où on va tellement privilégier, oui, les gestes du quotidien qu'on va délaisser l'étude et que quelque part, on sacralise justement le quotidien à l'extrême. Ouais. On va, on va tomber dans l'ornière d'un ritualisme, moi, je pense. Je l'ai vraiment vu et je l'ai vécu. Donc, Bah, moi aussi. Ok, donc on peut continuer. Voilà, là, après, on c'est à rentre. qui là? C'est à... C'est à Kodo, je crois. Ouais. Est-ce qu'on en est? Euh, Je suis née à l'époque, c'est ça? c'est ça, il faut raconter son histoire. Je suis née à l'époque de Meiji à Hong, un quartier de Tokyo qui, avant le grand tremblement de terre de 1923, avait encore des traces de la période Edo. À cette époque, il y avait de nombreuses femmes professeurs de chant classique japonais et le son des shamisen, ces instruments japonais à trois cordes, flottait légèrement dans les rues. Si la professeure était vraiment belle, elle était populaire auprès des hommes de la rue, qui, sous prétexte d'étudier avec elle, se pressaient à sa porte. Un jour d'hiver, deux jeunes hommes prirent une leçon avec une telle enseignante. À la fin de la leçon, la professeure les invita à rester à discuter un moment. Ils en furent ravis et se rassemblèrent avec empressement autour du kotatsu, le chauffe-pied, pour bavarder. Et sous le kotatsu, l'un des doigts de l'élève toucha accidentellement le petit doigt de l'enseignante, mais celle-ci continua à parler comme si de rien n'était. Il saisit ensuite ses autres doigts et enfin toute sa main qui était chaude et moite. Malgré cela, l'enseignante semblait toujours calme, ce qui excita encore plus le jeune homme. Il fut profondément ému, pensant qu'il avait pris l'avantage sur son ami et qu'il avait été choisi par cette seule femme. Soudain, la mère elle se leva pour aller voir ce que sa mère voulait. Mais sous le kotatsu, le jeune Hachi tenait toujours la main de quelqu'un. Merde, c'était ta main. C'est ta main, Kuma, hurla Hachi, hurla Hachi à son ami. Alors, c'est toi qui me tiens la main, Hachi, alors que j'ai pensé que c'était elle, Burk. Et ta main est toute poisseuse en plus. Ah oui? Eh bien, tes ongles sont trop longs. Pourquoi tu ne les coupes pas de temps en temps? Bon, qu'est-ce qu'on fait avec nos mains qui se tiennent? Faisons un bras de fer. Et c'est ainsi qu'ils commencèrent. Je continue. Bon, oui, oui. Tout comme ce qui s'est passé sous le kotatsu, dans cette histoire, quand on parle du zen, il y a beaucoup de choses enfouies sous ce que l'on appelle l'enseignement au-delà des lettres. Tout comme on attrape les doigts un par un, on peut penser en faisant zazen. Waouh, quelle sensation merveilleuse, quel état d'esprit fantastique. Juste un peu plus loin, allez, j'ai trouvé Kensho, Satori, l'illumination. À ce moment précis, la belle beauté qu'on appelle le Bouddha Dharma se lève et part. Ah, j'adore. Est-ce qu'on a des notes? Oui. Ah oui. Alors, les notes... 23-24. 23-24. Donc, la période Edo, qui est parfois désignée comme la période Tokugawa, s'étend de 1603 à 1868. Alors, 24. Donc, on dit souvent Edo, elle est aussi symptomatique, c'est que c'est une période de paix.
Donc c'est pour ça que tous les arts voilà, se sont développés, consolidés à cette période-là. Oui. Et à 24, alors l'enseignement au-delà des lettres est une traduction de l'expression du moine Fourieux. Cet enseignement... attendez, je vous dis n'importe quoi. Oh là là, oui, j'avais corrigé la note, en fait, c'est Fulyu Manji. Oui, oui. Mais tu reprendras la version antérieure. Cette ancienne expression zen est devenue populaire pour laisser entendre que dans le zen et donc dans la vie quotidienne, il n'est plus nécessaire d'utiliser son esprit puisque le zen est au-delà de l'intellect et de la raison. En d'autres termes, l'expression est simplement devenue une excuse pour certaines personnes pour s'asseoir et végéter. Tu as peut-être quelque chose à nous dire sur Fulyu Manji? Oui, Dogen à ce sujet dit que c'est même faux. Et que Bodhidharma a jamais dit ça. Donc, il faudrait que j'arrive à retrouver le passage, je ne sais plus si c'est dans Butsudo ou dans Busho du Shobogenzo. Il faudrait que je vous retrouve ça. Je vous écoute, je suis à côté, je vais fouiner dans mes bouquins. Oui, bah, c'est vrai qu'il je trouve que cette histoire est bien évocatrice voilà, du travers par lesquels on est tous passés à un moment ou à un autre, où effectivement on fait la différence entre un bon zazen et un mauvais zazen. On croit qu'on est voilà, un peu plus éveillé quand on a de bonnes sensations de zazen. Et finalement, c'est toujours par rapport à nous et le bon élève qui reçoit ou celui qui est mauvais, qui n'est pas encore au niveau. Voilà, toujours cette hiérarchie, toujours cette mesure. Et c'est vrai qu'il balaye tout ça parce que voilà, Zazen n'est plus dans sort de notre paradigme de la mesure et finalement est beaucoup plus généreux que ça, hein, parce que voilà, qui dit mesure dit pas au niveau ou au-dessus du niveau, dit hiérarchie, dit ségrégation, dit injustice, séparation. Là, on sort de la mesure. Moi, ce qui m'amuse, parce que c'est à quel point on peut comment dire, mais même se tromper et prendre des vessies pour des lanternes, quoi. Oh, j'ai un peu honte, mais je vais quand même la raconter. Voilà, j'ai une illustration parfaite. J'étais dans un temple, ça devait être au Hiheji. Je ne suis pas allée souvent, mais c'était cette fois-là. Et bon, voilà, tu vois, tu es quand même dans Hiheji et tout ça. Et c'était à la cérémonie du matin. Et donc, on était tous face au mur. Et d'un seul coup, j'ai comme des... Je suis en zazen et j'ai comme un flash de l'intérieur et j'ai des trucs, tu vois, des flashs intérieurs, quoi. Et je me dis, franchement, c'est tout à fait ça. Et je me dis, oh putain, là, oh là, tu vois, parce qu'une fois, ça m'était arrivé, effectivement, on a des sensations au début, les 3 premières années pendant sa zen, où j'avais eu vraiment l'impression de léviter et tout ça, et je me suis dit, oh, next, level up, les flashs, tu vois, les flashs intérieurs, la lumière qui jaillit. Et en fait, je me suis aperçue après que c'était le photographe de Heiji qui prenait les pratiquants. Et donc, c'était le bruit sourd du flash qui passait derrière nous. Mais comme ça résonnait et tout, on ne s'en rendait pas compte.
Ah, c'était quand même la grosse chose. Tu vois, c'était, oh, ça y est, putain, j'ai des flashs. Je trouve que c'est tout à fait ce qu'ils disent. Le délire du mec. Non, non, on est grave. Hein. Pour ça, il faut faire attention quand même. Hein. Mais bon, voilà. Et c'est vrai que c'est bien quand que les moines quand même soient là et c'est bien quand même. Encore une fois, je reviens au côté, alors là, monastique, puisque pour moi, il y a, bien sûr, on le sait, c'est pas que pour moi, il n'y a pas de séparation entre la religion laïque, mais il y a une séparation entre la forme monastique et la forme séculière, ça c'est clair. Et c'est quand même bien d'aller vers des pratiquants avertis, justement par rapport. Alors ça, c'était un vrai flash, mais il y a des sensations qu'on peut avoir en zazen qui sont quand même, ça nous arrive, qui peuvent être impressionnantes et qui peuvent être confondues avec encore une fois, une histoire de niveau. Et là, moi, par exemple, quand j'ai eu vraiment la sensation de m'élever, d'avoir, je ressentais, je sentais l'énergie enfin, je ressentais tout quoi, comme c'était pas une décorporation, je ne sais pas ce que c'est. Et là donc très impressionnée, j'ai été voir les moines et je leur ai expliqué. Alors c'est vrai que j'avais un japonais un peu cassé, mais quand même il te casse la sensation quoi, il te la balaye très rapidement en disant bah oui c'est une espèce de vidange quoi, tu donnes à ton corps voilà, tu lui donnes l'espace pour être tel qu'il est, et forcément, il y a des choses, et puis ton esprit s'apaise, donc voilà, ils prennent la place. Enfin bref, ils prennent soin de casser. Dans d'autres traditions, ça, je m'en étais aperçue avec les journaux d'Alexandra David-Néel, où on a tendance à, voilà, là, du coup, à prendre ça pour, oh là là, mon Dieu, ou dans le soufisme, ou dans la plupart des... Là, ils prennent soin de casser. Et je trouve ça très important justement, de revenir à... Là, pour le coup, souvent, c'est peut-être plus chez les moines, je ne sais pas, qui sont capables de casser ça plus facilement. Ce romantisme expérientiel, si on peut dire. Oui, moi je trouve que quand même euh, cette, parce que tu dis de casser, je trouve que c'est à double tranchant, quoi. Ça peut être parce que finalement ce sont des expériences, enfin les expériences par lesquelles on passe en zazen, enfin si expérience il y a, enfin ou les états ou en fait les vécus en fait du zazen sont tellement intimes et donc euh, c'est c'est très difficile c'est impossible même à, comment dire, à exprimer en dehors du moment où, donc, alors c'est presque où on garde pour soi en fait, hein, ou euh, un jour on l'exprime, mais c'est vrai que en l'exprimant, bah, de toute façon c'est extirpé ça fait partie du passé, donc on fait que raconter quelque chose qui n'existe plus en fait, c'est plus rien. Donc donc là, c'est vrai que la personne si à un moment donné on a besoin d'exprimer ce vécu-là dans un autre temps, en fait, c'est vrai que la personne qui le reçoit, alors moi je me pose la question, hein. Moi ça me plairait pas qu'on me casse, ça me plairait pas du tout. Je me suis peut-être mal exprimée. Il casse Oui, l'idée, oui, c'est exactement oui, ce que tu oui, dis. oui, Pour moi, c'était dans une séchine, donc c'était pas non plus longtemps oui, après, c'était ouais, juste en direct. ouais, Qu'est-ce que c'est d'accord. ça? Ouais, C'était ouais, juste après. Et ils ont pris soin, donc je me suis mal exprimée, ils ont pris soin de me recevoir. d'accord. Et effectivement, ils ont vu que quelque chose s'était passé. Donc oui, je me suis mal Ouais, exprimée. Ils ont pris soin de me recevoir. Je me rappelle que Tanguy-san, d'ailleurs, je savais mm, où j'étais parce qu'ils m'ont mise dans la salle derrière avec les moines et tout. Tanguy m'a parlé. Il m'a fait un petit dessin
que j'ai encore quelque part, pour en fait m'expliquer tout simplement que par zazen, mon esprit s'était calmé et que voilà, il y avait quelque chose. Et quand je dis casser, c'est-à-dire plutôt chasser. Et en même temps, je ne sais plus comment j'avais bien ressenti ce qu'il avait voulu exprimer, parce que tout était en japonais, que voilà, l'eau allait revenir très rapidement, ou la boue allait revenir très rapidement, et que c'était aussi zazen. Mais non, non, oui, excuse-moi, c'est bien que tu aies Oui, précisé, parce que oui, oui, ils avaient vraiment, c'était pas cassé, c'était prendre soin de ne pas oui. garder cette expérience comme une assimilation à ce que devait être zazen, ou comme un tampon de ce qu'était zazen, néanmoins de reconnaître l'expérience, Oui. effectivement, tout à fait. Ouais. Ouais, bah, en fait, j'ai fait cette remarque parce que ça faisait écho un peu à quelque chose que j'ai vécu intimement, personnellement. Et c'est vrai que, bon, ça, c'était il y a longtemps. Hein, ça a été tellement extraordinaire pour moi. Enfin, ça faisait pas longtemps que j'étais pratiqué le zazen. Et quelque chose de tellement limpide, tellement simple. En fait, naturellement, je l'ai exprimé à quelqu'un qui pratique avec moi depuis beaucoup plus longtemps que moi, un ancien moine. Et en fait, j'ai à peine ouvert la bouche. En fait, ça, c'est le souvenir que j'ai. Et j'ai senti comme un rejet, mais vraiment un rejet. Et ça m'a peiné, ça m'a vraiment peiné. Et je trouvais ça injuste. Même si ça faisait pas longtemps que je pratiquais à l'époque, ça faisait peut-être même pas 2 ans en fait. Hein. Et même aujourd'hui, je sens que, enfin, c'est le souvenir que j'ai, c'était une expérience, c'était un vécu authentique qui est simple et clair et limpide. Donc pour moi, c'était vraiment authentique. Je le reconnais comme ça et sans vouloir m'en vanter ou en tirer un bénéfice. C'était simple, mais vraiment quand je l'exprimais, j'ai senti vraiment une espèce de ah non. Et donc voilà, c'était. Et donc, je suis restée avec ça pendant des années et des années. Bon, ça ne m'a pas empêché de vivre, hein, mais je trouve que voilà, c'était comme un faux pli, quoi, en fait. Et c'est resté là. Et j'en ai parlé à Taïgou il y a pas très longtemps. En fait, j'ai reparlé de voilà, ce vécu que j'avais eu et qui était toujours là, en fait, hein, qui m'a habité, en fait, tellement longtemps. Et, Et c'était tellement différent, en fait, parce que j'ai senti que, voilà, qu'il a accueilli, en fait, il a accueilli ce récit, en fait, que je lui faisais, voilà. Et en même temps, voilà, ça a été beau, quoi, parce que ça a dégonflé, en fait. En fait, j'ai porté ça comme un poids pendant des années, parce que j'ai pas compris pourquoi j'ai vécu ça, quoi, en fait. Toutes les années que j'ai pratiqué en 2 jours, et même après, en étant seule, avec des tentatives d'expérience de pratique en dojo en Espagne, et en fait, j'ai porté ça longtemps comme un poids, voilà, comme un poids. Et, et c'est vrai que d'une manière très légère, comme ça, avec Taïgou, il n'y a pas longtemps, bah, ça s'est comme dissous, en fait. Voilà. Et, C'est exactement ce que je disais, quand là, ça vaut le coup d'avoir des moines autour de soi, que effectivement ce genre de partage, là, on rejoint la transmission, on rejoint le fait d'être vu et d'être encadré dans ce que l'on a vécu, parce que les pères l'ont vécu dans le cadre de la transmission de Zazen. Et c'est pour ça que, oui, oui, c'est de l'ordre de l'intime, de l'intime de Zazen dans la lignée. Donc il faut vraiment faire attention à partager ça de la bonne manière. Que voilà. ouais. Mm. Tout à fait. Bah, merci. Alors, dans le bouddhisme, en fait, ces moments de connaissance directe, ou la vue, ou l'ouïe, ou les perceptions, waouh, il y a une forme, oui, de connaissance lumineuse, directe, simple, vaste, où il y a, voilà. Euh, on peut les appeler des kenshos, des moments de, voilà, vraiment des moments de grande ouverture, de grande clarté, et qui sont bouleversants de simplicité et de joie et de paix. Et
Et effectivement, quoi, quand on en parle, le problème, c'est que y a des gens qui sont jaloux, qui le cherchent, qui ne l'ont pas forcément vécu. Et donc, ils peuvent pratiquer depuis très longtemps sans avoir vécu ce genre d'expérience qui, eux, par contre, dont ils sont peut-être avides, plus ou moins consciemment. Et donc, si une pratiquante, qui plus est, qui ne pratique pas depuis très longtemps, commence à témoigner de ça, il peut y avoir aussi de la colère, tu vois, une réaction de mais non, c'est pas ça. Voilà. Donc, je pense que oui, là, vraiment avoir un ami de bien qui puisse à la fois complètement accueillir ce qui s'est passé, attester, oui, tu as bien vécu ça, non, tu n'es pas fou. Mais en même temps, le dégonfler direct en disant, voilà, c'est juste quelque chose que tu as vécu. Maintenant, regarde, tu vis déjà autre chose et qui t'a aidé à laisser glisser, à ne pas préférer, à ne pas vouloir reproduire aussi, parce que jamais les choses on est dans l'impermanence. Et dans la littérature bouddhique, il y a une forme de paradoxe à dire souvent, à parler des 6 pouvoirs. Vous savez, les 6 abhijñānas, qui sont donc déjà la faculté de pouvoir se manifester partout, le don d'ubiquité, voire de se transformer ou de transformer les objets à volonté, ou de répondre quand on est appelé. Paf. Alors c'est ce qui est décrit dans la littérature. Le deuxième, c'est pouvoir observer tous les phénomènes du monde, de voir dans le loin, dans le grand, dans l'infiniment petit, etc. Ensuite, ce qu'on appelle l'œil divin. Après, on a la clairaudience. C'est quand on entend des sons, qui ne sont pas forcément des sons matériels, mais quand on entend des voix intérieures ou des directions ou des sons de personnes qui ne sont manifestement physiquement pas présentes. Mais bon, on appelle ça la clairaudience. Après, il y a la lecture de la pensée des autres. On dit souvent d'ailleurs que c'est l'un des pouvoirs qui s'éveille en premier. Pouvoir ressentir ce que sent l'autre, être en empathie et vraiment lire à cœur ouvert, en fait, chez quelqu'un près de qui on est. Et voilà, après, on a la connaissance des vies passées, commencer à retrouver des bribes de vies passées qui ne sont pas forcément des vies passées, mais peut-être aussi des bribes de notre enfance ou des éléments marquants qui vont débloquer, qui vont ouvrir une porte, à la fois chez nous, mais chez les autres aussi. Pouvoir parfois ressentir quelque chose qui a pu se passer, un nœud, un truc, qui a un enseignement à nous donner pour se libérer. Et enfin, on a le 6e pouvoir qui, selon la tradition bouddhique, est lui réservé aux bouddhistes seuls, parce que les 5 premiers sont réservés à toutes les personnes qui pratiquent la méditation de façon un peu intense. Mais le 6e est réservé aux disciples du Bouddha et il vient de la doctrine de la vacuité, que seul le Bouddha enseigne, et qui est la connaissance de la cessation des souffrances, de reconnaître les difficultés en nous et de voir leur vacuité. Ça, c'est le propos du Sutra du cœur. Et ça, seuls les disciples du Bouddha ont ce pouvoir de libérer les souffrances, de laisser les souffrances se libérer et retourner à la vacuité. Et donc, ces 6 pouvoirs, on dit qu'ils peuvent venir, en fait, on ne les contrôle pas. On ne les contrôle pas, on ne peut pas les vouloir ou les déclencher. De temps en temps, ça peut se présenter et ça se présente. Dans notre pratique, ça se présente. Donc, il faut le savoir et ce n'est pas quelque chose, c'est un sujet très, très délicat, surtout en Occident. Donc, avoir effectivement l'expérience d'un ami de bien qui va écouter, mais qui va aussi dire juste, bon, ok, mais voilà, ça ne vaut pas plus que de cuisiner, ton repas, d'aller aux toilettes, d'écouter ton enfant qui a une journée difficile à l'école. C'est pas plus ou c'est pas moins. Et ces kensho ne sont pas privilégiés. Par contre, ça se transforme, c'est-à-dire qu'on ne s'y attache plus. Mais moi, je trouve que dans mon expérience, c'est ces moments-là où le cœur est touché, ça donne une grande confiance. C'est-à-dire que même dans les moments difficiles, dans les moments de grand doute, dans les moments, il y a une forme de paix parce que ça, on peut pas, on l'a vécu. On l'a vécu et on sait que c'est toujours là en fait. Et même si mentalement, émotionnellement, on n'y est plus,
ça nous a touchés et du coup, ça donne une grande détente, même dans les moments quoi, difficiles. En tout cas, moi, voilà, c'est comme ça que je vis le truc. Et même si je suis la plupart du temps absolument pas là-dedans, le fait d'avoir pu vivre des moments de grande détente, de grande clarté, de grande joie, de grande sérénité, ça me donne vraiment une conviction, mais inébranlable, une détermination inébranlable, parce que je sais que c'est ça. Et que de toute façon, on revient tous à ça, et c'est déjà là. Voilà, donc voilà, voilà ce que je peux dire au-dessus. Je voulais aussi, parce que j'ai retrouvé les deux passages dont je vous parlais. Alors, le premier, c'est dans Bukkyo, l'enseignement de l'éveillé, Dogen dit « Même si vous vous transmettez entre vous cette doctrine de la transmission spéciale en dehors des Écritures, doctrine qui est fausse, bim, hein, tant que vous ne connaissez ni le dedans ni le dehors, la correspondance entre langage et principe n'y est pas. » C'est-à-dire qu'il est vital que ces sutras soient vécus. Vraiment, sinon ils ne servent à rien. Ils sont vécus dans l'assise, ils sont vécus dans notre quotidien. Et là, il balaye, effectivement, parce qu'il connaît très bien, il connaît les sutras. Quoi, Dogen, depuis tout petit, il les étudie. Et donc, il sait très bien que c'est une transmission spéciale en dehors des Écritures. Ce n'est pas ce qu'a dit Bodhidharma, clairement pas. Clairement pas. Et ça, il faut vraiment le dire. Et Dogen est très ferme avec ça. Bodhidharma a conseillé à Eka d'étudier le sutra de l'arrivée au Lanka. Et dans ce sutra, je crois, au chapitre 6, il est bien dit qu'il ne faut pas s'attacher à la forme des lettres, enfin à la forme de l'écriture. Et qu'il faut en discerner le fond et le vivre vraiment. Voilà, c'est exactement comme dans d'autres traditions, comme le Coran ou la Bible, où on dit qu'à la fois on ne retire aucune lettre, mais en même temps qu'il faut aller dans le fond et pas dans la lettre. Il ne faut pas rester dans la lettre, mais en pénétrer le sens et le vivre. Voilà. Mais en aucun cas, c'est de dire qu'il y aurait quelque chose qu'il faut rejeter les Écritures. Et je vais vous lire un deuxième passage à ce sujet qui est encore plus clair. Si j'arrive à le retrouver, ah ben merde, ah oui, voilà. Cependant, voici ce que disent depuis 1 ou 2 siècles les sacs-puants laxistes de toutes sortes sous la grande dynastie des Song. Il ne faut garder dans le cœur ni les mots ni les paroles des patriarches. À plus forte raison, il ne faut pas regarder longtemps l'enseignement des sutras ni l'utiliser. Soyez tout simplement avec le corps et le cœur comme un arbre desséché et les cendres du mort. Soyez comme une louche de bois cassé, comme un seau défoncé. Commentaire de Dogen, pareilles espèces sont devenues en vain des épigones des personnes hors de la voie et de véritables diables des cieux. Ayant recherché ce qu'il ne faut pas utiliser, ils l'utilisent, si bien que la loi des éveillés et des patriarches est devenue en vain la loi des fous et des détraqués. Prenez-les en pitié et attristez-vous. Bon. Et plus loin, il parle de ceux qui opposent Zazen au sutra et qui disent qu'il faut pratiquer que Zazen. On en connaît, hein. On en connaît ici, voilà. Alors là, il les démonte, il les traite de chiens, de démons. Donc, pour lui, il est hyper arrogant et orgueilleux de croire qu'on y est arrivé, qu'on comprend tout juste en s'asseyant et qu'on pourrait se passer de l'enseignement du Bouddha. Et Keizan aussi rappelle très très fréquemment ce passage du Sutra du Lotus où vous savez, il y a plusieurs milliers de disciples qui se lèvent quand Bouddha s'apprête à révéler un enseignement profond. Ils se lèvent avec arrogance et ils disent non, on n'en veut pas, on ne veut pas écouter, etc. Et ils s'en vont. Parce que nous, on sait déjà, on n'a plus besoin des écritures ou des enseignements, juste la pratique. Bon, voilà. Et donc, là, Keizan et Dogen sont extrêmement fermes. Hein. Eux qui sont si doux, si profonds, si subtils, là, ils cartonnent. Ils disent que c'est vraiment une grosse connerie, que c'est vraiment de l'orgueil et de l'arrogance. Et donc, tu disais que l'enseignement, donc cette expression, tu dis c'est Furyu, parce que pourtant c'est écrit comme ça dans le livre, mais c'est peut-être une erreur de frappe. C'est Furyu. Monji. Mou, M-U. M-U. Furyu Monji. Il faudrait que je te retrouve ça. Non, mais c'est bon, c'est bon. Et cette expression, elle est présente. Oui, c'était une expression commune. En fait, c'est une expression qui fait partie du prétendu poème de Bodhidharma,
qui récapitule Ça, son tu enseignement. parles de Bodhidharma parce que je ne comprenais pas, c'est pas marqué là. Ah oui, Ouais, c'est je le retrouve, alors attends, oh, le sutra de l'arrivée au Lanka, le Lankavatara Sutra. Hop, je vais te retrouver ça. Euh, hop là, voilà, c'est ça. Alors, en fait, il y a un poème qu'on attribue beaucoup à Bodhidharma, une transmission spéciale en dehors des Écritures, sans dépendance vis-à-vis des lettres et des mots, révéler directement à chaque homme son esprit originel, ou pointer, indiquer directement à chacun son esprit originel, voir sa vraie nature et réaliser sa nature de Bouddha. ok. Le truc, c'est que on sort souvent ces 4 vers pour dire que le zen n'a rien à faire avec les Écritures. Ça y est, j'ai compris. Et, en fait, la source de ce poème, il résume le chapitre 6 du Lankavatara Sutra, qui est bien plus subtil que ça, et qui dit absolument pas qu'il faut... voilà. Il invite juste à pointer le cœur de ce que veulent dire les Écritures, mais certainement pas à se priver des Écritures, puisque Bodhidharma, lui-même, il confie le sutra du Lankavatara à son disciple et lui demande de l'étudier. Donc, prêter à Bodhidharma l'intention qu'il ne faudrait pas écouter les sutras, c'est vraiment une trahison de nos patriarches, vraiment. Et Dogen est très ferme à ce sujet. Et d'où le passage où il dit que c'est une doctrine fausse, carrément. Alors que pourtant, c'est un mot qu'on se répète dans le Chan et le Zen depuis des siècles et jusqu'à maintenant. Une doctrine source, ça veut dire quoi une doctrine source? Doctrine fausse, excuse-moi. Ah, fausse, d'accord, oui. Oui. D'accord, maintenant je comprends. Oui, oui, parce qu'on prend ça souvent. Moi, j'avais toujours entendu ça et voilà, j'ai jamais bien compris. Donc, merci, comme quelque chose de positivement référentiel à notre pratique. Voilà, au-delà de l'enseignement l'enseignement au-delà des lettres, quoi. Mais et en même temps, je l'avais pris un peu aussi comme dans le Tenzo Kyokun, on a 1, 2, 3, 4, 5. Je trouve que euh, on peut comprendre, enfin c'est ça, après c'est les interprétations, on peut comprendre aussi l'importance des lettres dans le fait que les sutras sont eux-mêmes au-delà des lettres. Donc je l'avais aussi un peu compris comme ça, mais c'est effectivement pas comme ça qu'il est souvent utilisé. Parce qu'en fait, tous les sutras, ils te disent rien. C'est dans les interstices et justement, il t'aide à ne pas figer tes idées, mais il ne te donne pas d'idées nouvelles. Donc, effectivement, c'est l'enseignement au-delà des lettres. Euh, ça peut se voir aussi comme ça. Et là, on reste dans ce qu'il veut dire, mais c'est interprété. D'accord, j'ai compris. C'est intéressant, oui, c'est important. Ok. Ok, bah donc je vais préciser un petit peu. Ok, d'accord. Bah, on peut terminer, c'est à moi, parce qu'il reste quelques lignes avant comme ça on aura fini le chapitre, je crois. Alors, ce que j'essaye de dire ici, c'est qu'il y a trop de stress mis sur l'expérience d'un Satori déconnecté du Dharma. Sans le Bouddha Dharma, qui n'est rien d'autre que la vie du soi, la véritable référence de base, il n'y a aucun moyen de savoir ce qu'un Kensho ou un Satori signifie réellement. C'est ce que je voulais dire plus tôt en disant que derrière Zazen, il doit y avoir le bouddhisme et derrière cela, il doit y avoir notre vie quotidienne. Si la famille d'un homme qui se prend au jeu de Zazen commence à penser qu'il est impossible de vivre avec lui depuis qu'il a commencé à s'asseoir, même s'il est censé avoir eu un Kensho ou un Satori, ou s'il se promenait en criant sur tout le monde comme s'il était quelqu'un de spécial, alors je dirais qu'il serait préférable qu'il ne s'asseye pas. Ou si les gens qui l'entourent au travail le jugeaient comme excentrique, lui laissant entendre qu'il vaudra mieux ne pas faire zazen du tout si c'est pour être aussi bizarre, alors il serait clair que la personne s'accrocherait à une idée absurde sous couvert d'enseigner au-delà des lettres. Le plus important à garder à l'esprit ici, concernant le dharma du Bouddha, est l'expression mantoku emman, ou harmonie parfaite. Avoir la bonté qui émane naturellement de votre personne, c'est vivre plus véritablement selon le bouddhisme que d'avoir eu une soi-disant expérience de Kensho ou de Satori. Il ne devrait y avoir aucun doute que vivre sa vie, agir et être en parfaite harmonie, c'est en effet vivre la vie du soi.
Le satori qui n'est pas lié à votre caractère personnel n'est rien d'autre qu'une sorte d'ivresse. Inutile de dire que cela n'a rien à voir avec la religion ou le bodhidharma. Votre pratique de zazen ne doit pas être quelque chose de séparé de votre propre expérience de votre vie quotidienne, ni de la direction générale de votre vie. Au contraire, en travaillant constamment à affiner et à clarifier votre vie quotidienne ou une vie de votre soi totale, votre pratique s'accorde avec le dharma. Ici, zazen devient religion. Le zazen de Dogen Zenji, tel que j'en ai parlé, est la source de l'enseignement quotidien du Tenzo Kyokun. Et dans notre vie quotidienne, cet enseignement se retourne pour devenir la toile du fond du zazen. C'est sûr qu'il y a beaucoup. J'ai juste une question sur la phrase. Le satori qui n'est pas lié à votre caractère personnel n'est rien d'autre qu'une sorte d'ivresse. Voilà. Je me demande s'il n'y a pas la virgule, le satori, virgule, qui n'est pas lié à votre caractère personnel, virgule, n'est rien d'autre qu'une sorte d'ivresse. Mais ça peut aussi être compris comme le satori qui n'est pas lié à votre caractère personnel, n'est rien d'autre qu'une sorte d'ivresse. Au sens où Ouais, tu as raison parce que c'est un peu bizarre. de sa propre vie, de son propre caractère personnel est une illusion. Donc, Ouais. ça serait juste bien de vérifier ça dans le... Je vais vérifier là. Parce que là, le sens change quoi complètement s'il y a des virgules ou pas. Mais je pense qu'il y a une virgule parce que du coup, en lisant, là, j'ai pas compris la phrase suivante. Inutile de dire que cela n'a rien à voir avec la religion, le bodhidharma. Alors que si on met une virgule, le satori, qui n'est pas lié à votre caractère personnel, n'est rien d'autre qu'une sorte... Ah non, il parle de l'ivresse, oui, bien sûr. Non, c'est bon. Moi, Je vais vérifier. Je pense que la phrase est juste, hein, mais au sens où effectivement, c'est dans notre expérience personnelle directe. C'est ça, je pense, oui, tout à fait. Oui, 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 tout à fait. C'est pas possible, mais il faut quand même... Moi, oui, je crois, oui, oui. Je pense pas qu'il y ait de... En tout cas, je trouve ce passage tellement juste parce que vraiment, plusieurs fois, je suis allé en retraite à la Gendronnière ou quoi. J'ai croisé tellement de gens avec une froideur du cœur, mais tellement froid ou cassant, y compris des vieux moines ou des... Oh là là là, je sentais aucune bienveillance. Ben, oui. Et vraiment, je me disais, mais moi, je préfère la boulangère du coin encore, quoi. Enfin, Mais exactement. Je trouve ça tellement important quand les grands maîtres comme ça insistent et n'hésitent pas, et surtout les maîtres contemporains qui nous parlent, voilà, hein, dans le langage quotidien, parce que au nom de la pratique, c'est toujours au nom de la pratique. Hein, on n'a rien compris si on croit que il faut être dans la bienveillance. Moi, c'est vraiment ce que j'avais ressenti, quoi. Que je sais pas exactement quelle est la raison pour laquelle ils sont si peu sympas quand même. Peur, je sais pas ce que c'est. Peur, c'est quoi? Peur de la séduction ou peur de, je sais pas ce que c'est. Il y a quand même une voix du milieu, quoi. ouais, voilà, oui. Mais je pense que c'est une réaction au fait que dans les milieux spirituels, il y a tellement de gens qui sont mendiants d'amour et d'affection tout le temps, tout le temps. Et qui viennent dans l'espoir d'être aimés, d'être enfin finalement accueillis juste dans une communauté, en fait, quoi, par les autres. D'être remarqués, quoi, d'être aimés, d'être... voilà. Et c'est vrai que dans le milieu du zen, en tout cas, moi, ce que j'ai pu voir en France, eh ben, souvent, on a, alors là, aucune sympathie exprimée. Hein. C'est vraiment des sourires à l'envers et parfois même des reproches durs. Waouh, c'est un peu dissuasif, quoi. Alors, pourquoi pas? Le truc, c'est que franchement, j'ai souvent ressenti une fermeture du cœur, quoi, quand même. C'est ça. Quelque chose un peu dans la compète, dans une forme de morgue ou de... Ouais, je pense que c'est ça. Au départ, c'est une bonne intention. Euh, euh,
oui, un non-attachement à, à reconnaître son existence finalement dans l'acceptation des autres. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais c'est vrai que moi, j'ai vu que c'était devenu un attachement à cette vue-là et un attachement oui, à systématiquement ne pas voilà, ne pas créer de relations amicales. Hein, et c'est vrai que ça peut conduire à la fermeture du cœur parce que après, je pense que derrière, enfin, devant tout cela, devrait être la pratique de la situation. Et on le sait, il y a quand même des gens euh, en grande fragilité qui arrivent dans les monastères. Et moi, c'est vrai que j'ai vu, notamment à la Gendronnière, des gens qui étaient pas bien et là, enfin, on ne leur parlait pas, quoi. On ne leur parlait pas, on ne leur parlait pas. Euh, C'était trop, c'était trop. Au nom de l'attachement à la pratique de la non-séduction, on va dire. Il y Voilà. a encore du chemin à faire. Hein. Il y a encore du chemin à faire. Enfin, moi, ça me choque. Hein. Bon, j'ai vu ça aussi à la Gendreau et ailleurs. Hein, mais c'est vrai que ça me choque parce que je trouve que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très vulnérables, enfin, moi, je l'ai vécu dans ma peau. Donc, quand j'ai commencé le zazen, j'étais très, très vulnérable, très, très fragile à tout point de vue, émotionnellement. Et bon, j'ai eu peut-être cette chance d'être dans un petit dojo bon, à Nice. Il y avait Roland. Bon, je suis tombée. Enfin, la Sangha était vraiment très accueillante, avec des personnes très, très, très chaleureuses, très, très gentilles quoi, dans la forme. Et je pense que ça m'a vraiment aidée, quoi. Hein. Pour moi, ça a été comme un cocon. Mais je veux dire, je pense que ça m'a beaucoup aidée et grâce à ça, je pense que j'ai pu continuer à pratiquer. Sinon, je serais partie. Et quel dommage. Je pense que c'est important de pouvoir accueillir des personnes fragiles aussi, comme elles sont, et de pouvoir les accompagner. Parce que si on les laisse pratiquer comme ça, à côté, en les méprisant, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein, je veux dire, pour moi, c'est du mépris, quoi. Et ben, ça peut être catastrophique pour elles, en fait. Et enfin, ça peut déboucher sur n'importe quoi. Euh, Elles peuvent disparaître, bon, bah, on ne sait pas où elles sont. Et d'un autre, elles peuvent empirer je suis en train de parler. Oui, mais ils viennent chercher la voiture, là. Ah bah, dis-leur d'attendre, parce que là, je peux pas. Excusez-moi. Oh, maman, C'est vrai que qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Attends 10 minutes, qu'ils attendent 10 minutes. OK? Voilà. Mais Tu leur dis qu'ils attendent 10 minutes. maman, je peux pas leur dire ça. Si, tu peux. Vas-y. de toute façon, on a fini le texte. Oui. Mais c'est vrai que moi, je me dis que là, la vie est bien faite. Et comment dire, je reste à croire que c'est pas la responsabilité de la pratique d'accompagner des gens, euh, malheureusement ou heureusement, en tous les cas, voilà, c'est cette tradition-là, que c'est pas la responsabilité de la pratique de cette tradition d'accompagner les gens. Néanmoins, tu as prononcé le mot de les accueillir, de les reconnaître, enfin voilà, de reconnaître tout ce qu'ils sont, y compris l'élan qu'ils ont de venir s'asseoir. Et pour moi, si accompagnement il y a, c'est d'être capable aussi de leur dire que pour l'instant, c'est peut-être pas
pour eux, mais que la porte restera toujours ouverte. Aussi de ne pas non plus figer sur Zazen et sur le Zen comme si c'était que ça pour tout le monde à tout moment de sa vie, quoi. Et je pense que voilà, c'est pour ça que c'est vrai que c'est une ouverture du cœur qui sait nous dire ce que l'on doit faire pour accueillir profondément cette personne, quitte à lui dire moi, ça m'est arrivé, hein, bon, je suis nomade et tout, donc j'ai pas beaucoup de gens qui me suivent, mais comme par hasard, c'est ceux qui étaient le plus en demande qui s'accrochaient et, euh, et, et, et je ne savais pas quoi faire parce que j'étais pas équipée. Je trouvais que ma pratique n'était pas équipée pour les accompagner, mais j'ai encore une personne voilà, qui me donne des nouvelles et que voilà, à qui j'ai conseillé d'aller faire des choses qui lui correspondaient mieux et de temps en temps, ça se fait ensemble, mais tu vois, oui. Non, mais Oui. oui. Je trouve que c'est plus la forme, en fait. C'est plus dans la forme. C'est parce que l'amabilité, la gentillesse, la douceur, je veux dire, c'est quand même le reflet voilà, ça reflète notre vie intérieure, notre ouverture du cœur. Donc, je pense que si on n'est pas capable d'exprimer, d'être en relation avec les autres d'une manière douce, en fait, et, je veux dire, aimable, simplement. Je veux dire, c'est quand même, ça traduit quand même quelque chose de sombre, de fermé, au niveau du cœur. Donc une incapacité à accueillir, en fait, l'autre. Voilà, donc, ouais, c'est délicat, hein, parce que on peut aussi. Ouais. Je retiens vraiment s'harmoniser avec les autres, avec la vie quotidienne et affiner et clarifier la vie quotidienne. Parce que vraiment, notre pratique, c'est ça. Donc, voilà, c'est pouvoir répondre aux sollicitations de la vie quotidienne avec un esprit accueillant, souple. Et voilà. C'est vraiment le ring, quoi. C'est notre lieu de pratique. Le grand dojo, c'est ça. Donc, on va peut-être se quitter, je crois, parce qu'il y a la voiture. Oui. Allez, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un bon week-end et bonne journée demain. Oui. Ouais, bonne journée.